Bonjour, bienvenue au 6e hackathon HH Lyon. Donc cette année, on a encore changé de lieu. Nous sommes à la faculté de médecine Lyon-Sud. On est dans l'amphi Boiron. Je vous fais un petit point hackathon. Donc on vient de lancer hier soir avec un amphi comble la 6e édition. 15 projets sont en compétition. Les petits yeux ce matin, les gens ont travaillé jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Ce matin, ils avaient un premier rendu à faire enfin, ils sont en cours, hein, en fin de matinée sur leur problématique. On est très contents. On a à peu près 120 personnes qui sont là à plancher à travers cet exercice qu'on a retrouvé en présentiel, puisque l'année dernière, on avait dû, étant donné la crise pandémique, le faire en tout digital. Très content de retrouver cette ambiance, cette ferveur autour de ces projets d'innovation. On a pu faire aussi le bilan des 5 ans. On vous le partagera sur nos différents canaux, réseaux sociaux, et puis on le diffusera largement après. Mais en fait, on a décidé aujourd'hui de changer aussi notre formule d'interview. L'année dernière, on avait des tables rondes qu'on avait pu faire avec l'ensemble des acteurs et des partenaires. Cette année, on va faire des petites interviews, enfin des interviews à peu près d'une demi-heure avec un certain nombre de partenaires, de personnalités, pour partager certaines réflexions autour de l'innovation en santé, autour de cette post-crise, enfin on l'espère. Et le premier invité qu'on a ce matin, Marc, Georges Kepenekian. Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour, bonjour, pardon. Voilà, merci d'être là à la bonne heure pour nous partager quelques réflexions. Donc ancien maire de Lyon, mais ma petite question, avec plusieurs mandats et encore un mandat actuellement, ma petite question que je poserai à tout le monde, est-ce que vous pourriez vous présenter sur le champ de la santé? Qui vous êtes? Parce que pour avoir commis un livre là, sur lequel on va parler après, est-ce que vous pouvez prendre peut-être une ou 2 minutes pour vous présenter sur les Oui, aspects santé? oui, ça n'a d'intérêt que de montrer le chemin qu'on a pu parcourir. Donc oui, j'ai fait mes études de médecine à Lyon, et la particularité, c'est que très tôt, dès ma deuxième année, je croise la chirurgie cardiaque et l'INSERM et la recherche. Ce qui va me faire entrer comme petite main à l'unité 37, qui est l'unité de transplantation à Lyon, et qui va me permettre très tôt, au fond, d'entrer dans la recherche. Et la recherche, c'est quelque chose de fondamental, et je crois que j'ai jamais quitté cela. La recherche qui va se transformer, après l'épopée de la greffe cardiaque, aussi dans la réflexion sur le cœur artificiel, qui va m'initier à mes 25 ans ce qu'est la pluridisciplinarité, parce qu'il faut mettre des équipes qui ne se parlent pas, des ingénieurs, des vétérinaires, des chirurgiens, des hématologues, bref. Et on voit, ça, très tôt, ça m'a appris aussi à la pluridisciplinarité. Finalement, je suis urologue à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc pendant de nombreuses années. Et l'autre rebond, c'est de comprendre que si je reste à l'hôpital, il faut que j'en comprenne les mécanismes administratifs, mais surtout économiques. Et voilà, je vais faire un peu d'économie à la fac, et je deviens très tôt responsable des départements d'information médicale, puis président de CME, puis les grands réflexions sur l'hôpital. On crée un nouvel hôpital sur le quai, à Saint-Joseph-Saint-Luc, ce qui est une occasion unique dans une vie de repenser l'architecture, le soin, l'organisation. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, je rejoins l'équipe municipale de Gérard Collomb et premier adjoint. Et voilà, pendant qui part en formation à Paris quelque temps, je le remplace. Voilà, mais il a fini sa formation plus tôt que prévu, et me voilà conseiller municipal. Voilà, je pourrais, pardon, c'est un peu long, mais ça situe. C'est aussi une autre expérience qui est la fin de la République socialiste soviétique d'Arménie, où je suis très impliqué dans la formation, là aussi, dans le transfert de connaissances. Et d'un système de santé dévasté, comment on peut essayer d'imaginer, je suis conseiller auprès du ministre de la Santé pendant des années, et on va essayer de monter une sécurité sociale là-bas. Donc,
vous voyez, c'est aussi penser pas seulement le local, mais le local, le monde, tout ça se croise et donne des enseignements qu'on n'imagine pas. Bah, il y a plusieurs mots-clés qui m'intéressent, la pluridisciplinarité, la vision globale aussi au niveau de la santé. On va revenir sur le livre que vous avez coordonné, donc Hippocrate et les territoires. Mais peut-être avant, on va parler. Alors, vous avez mentionné rapidement ce qui se passe à l'Est, là, qui est très inquiétant. Hein. On passe d'une crise à une autre, mais vous aviez été aux responsabilités au début de la crise pandémique Covid. Et on est aussi dans un contexte d'innovation, de prise de recul par rapport à cette pandémie. Quels sont les enseignements, quels sont d'une certaine façon l'évolution de nos représentations sur une pandémie? Alors c'est clair que les gens qui sont aujourd'hui qui ont été confrontés à cette problématique n'avaient pas vécu pour la majorité des pandémies aussi fortes, aussi violentes. Quels sont pour vous, donc en tant que médecin, en tant que aussi homme public et politique, quels sont vos représentations? Comment ça a fait évoluer vos représentations et quels sont les enseignements que vous pourriez en tirer, même si elle n'est pas complètement finie, j'ai l'impression, et il faut être encore vigilant. Oui. Alors, plusieurs choses. Je pense que c'est une question intéressante et voilà, c'est un peu la méthode du rétroviseur. Il faut qu'on regarde un peu en arrière parce qu'on oublie très vite. Les événements s'enchaînent, une catastrophe est chassée par la suivante et on a du mal à se poser, à se dire qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces 2 années. Et pour nous, quand le 15 mars 2020, le confinement est décrété, je vous rappelle que c'est juste après le premier tour des élections, en gros, eh bien, la métropole où je suis vice-président à la politique de la ville, David Kimmelfeld, on décide de réfléchir d'emblée à ce que sera le déconfinement. Et la métropole sera un des territoires où on va mener une réflexion, c'est 59 communes, et je vais travailler là aussi de manière très pluridisciplinaire, une 40aine d'auditions, il y a un petit comité restreint, mais on intègre aussi bien les mobilités, c'est-à-dire le transport, que le SAMU, que l'éducation nationale, que l'entreprise, la chambre de commerce, que la santé mentale, et je ne veux pas tout vous détailler, mais l'idée c'est que nécessairement cette pandémie concerne tous les étages d'un territoire. Et ça, c'est une expérience fondatrice qui va montrer d'abord la formidable enthousiasme, enfin l'envie de réfléchir, de se parler ensemble, d'élaborer 50 propositions. Et déjà, on avait écrit « Il va falloir apprendre à vivre avec ». C'était la une de ce rapport. Donc, c'est pour moi montrer que on peut anticiper, que les leçons qu'on a eues, on a eu d'autres pandémies, mais on s'est empressé de les oublier. Cette fois, peut-être faut-il que nous inscrivions dans nos logiciels, dans nos manières de penser l'organisation de santé, mais je parle de la santé publique, je ne parle pas que du soin, d'intégrer ces expériences pour être prêt à d'autres, parce que nous savons qu'il y en aura d'autres, comme nous avions été alertés régulièrement par les spécialistes. Moi, je me souviens d'un colloque qu'Alain Mérieux avait organisé, mais il y a déjà 10 ans, où les infections, les maladies infectieuses et les pandémies faisaient partie du schéma. L'OMS donne des critères de cela. Donc, arrêtons de penser que cette crise va peut-être finir rapidement. Tirons-en les conclusions, et pour nous, c'est l'idée du livre va naître à peu près autour de là, c'est que ça concerne bien sûr la matrice nationale. Les politiques de santé sont régaliennes et il faut qu'elles le restent, mais elles doivent se décliner au mieux dans les territoires. On a vu que le comportement de l'Est et de l'Ouest en France n'étaient pas les mêmes. Quand on mettait des couleurs de département par département, on voit bien que ça peut pas être juste une verticalité pour décliner à tout le monde de la même manière. Donc les territoires qui ont des pouvoir entre guillemets de faire, eh bien il faut qu'elle prenne. On peut pas
penser il faut attendre tout de l'État. C'est cette articulation que je trouve, moi, la plus grande leçon qu'on devrait tirer de cet épisode. Donc on va y revenir après dans la question du livre, parce que c'est au centre des sujets et des différentes propositions qui sont faites par les différents auteurs. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut dire que les Français ont bien réagi par rapport à cet épisode de pandémie? Quelle est votre analyse? Oui, je pense que globalement, on aime parler de résilience au sens de capacité d'un... toujours frappé que résilience vient de la physique. C'est la capacité d'un matériau à résister. Donc, mettons matériau avec un grand M et le matériau humain que sont les populations françaises. Globalement, on a bien résisté, mais comme finalement, quelle que soit l'approche, bon an, mal an, l'ensemble des pays ont pu résister. Alors, c'est dans les effets collatéraux. Hein, on voit bien, et je le pointe tout de suite, que la pandémie, elle touche d'abord les plus fragiles. Alors, on s'est bien sûr penché sur les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, mais aussi de toute une série de comorbidités qui vous fragilisent. Or, et aux États-Unis, on sait bien qu'elles ont été le maximum des victimes. Donc là, pour moi, c'est aussi la question sociale qui émerge au milieu de ces questions de santé. Ne faisons pas comme si nous étions certes égaux devant le virus, mais pas tout à fait. Donc, je crois que les Français ont résisté, mais il y a des choses. Je pense que notre société, au sortir du Covid, n'est pas la même qu'en entrant. Et que ce monde d'après, dont on a beaucoup entendu parler, il est déjà après parce que nos réflexions, nos rapports à la mort, vous savez bien qu'on n'a pas pu faire les deuils comme on le voulait. Je ne parle pas des deuils qu'on n'aurait pas aimé avoir dans cette crise, mais voilà, on a tous été concernés. Et l'anxiété qui est née dans notre pays et dans d'autres d'ailleurs, qui amène la question de la santé mentale. Ouais, encore une fois, je pense que le pays a globalement, et notre système sanitaire a résisté, quoi qu'on en dise. Ça a résisté aussi parce qu'on a considéré que, au fond, ce qui primait dans les politiques, c'est-à-dire ne pas dépasser les 3%, rappelez-vous, de déficit, d'un coup, on les a oubliés. C'est-à-dire je trouve qu'il y a un autre tournant majeur, c'est qu'on a considéré que la valeur d'une vie, la valeur de la santé, au sens global d'une population, dépassait l'économie. C'est quand même, on l'avait pas vu, et franchement, je sais pas qui aurait pu imaginer que 6 mois avant, on était encore sur le contrôle, on disait en France, on est passé en dessous des 3%, bingo, on est content, et puis voilà, on a fait le quoi qu'il en coûte, et on n'a plus regardé ça. Et malgré les difficultés, l'hôpital a mieux fonctionné aussi parce qu'on lui a lâché les rênes. On a dit, oui, faites avec, encore une fois, toutes les difficultés. Donc, de vraies leçons que l'on doit tirer et qui, pour prolonger, j'étais hier soir au lancement, vous savez bien que j'avais participé à 2 précédents hackathons. Je trouve qu'il y a là, d'abord, il y avait un enthousiasme extraordinaire que j'ai retrouvé. L'envie de se retrouver aussi, et ça c'est vraiment très important. Notre cousin canadien, Luc Servois. Oui, bien sûr, parce que je l'ai beaucoup connu à travers l'écologue Jacques Cartier. Donc, il y a quelque chose de reprendre en main, de se reprendre en main, et de pas toujours tout attendre de ce qui viendrait d'un État surpuissant. Moi, c'est une des grandes leçons que je retiens de ce moment, à titre provisoire, parce qu'évidemment, les leçons, il faut les tirer. C'est le sillon qu'on essaye de creuser avec Hacking Health, et puis l'impulsion qui avait été donnée à l'époque par la métropole sur l'envie de s'engager sur le mouvement Hacking Health, donc qui est né, on peut le rappeler ici aussi à travers les échanges et à Montréal. Donc ça fait, comme je l'ai rappelé hier soir
D'ailleurs, ça fait 5 ans, c'est la 6e édition. On va se diriger du coup un petit peu plus vers le livre qui est sorti à l'automne dernier, hein, aux éditions de Oui, à l'Aube. l'automne dernier. Donc Hippocrate et les territoires. Alors, je reprends juste mon petit papier parce qu'il y a tellement de notions qui m'intéressent qu'il ne faut pas que j'en oublie. Hein. Et puis, je vous laisserai réagir du coup sur les notions, peut-être les D'accord, plus... d'accord. alors, sans faire, je dirais, perjure aux autres auteurs, on va pas tous les auteurs qui sont réunis parce que voilà, on pourra pas parler de tous les. Chacun a son importance. Exactement. Et il y a une vraie complémentarité et cette notion de pluridisciplinarité, elle est vraiment au centre, je pense, de ces débats. Alors, j'en prends quelques-unes comme ça. Hein, alors, je vais les énumérer, puis après, je vous laisserai en reprendre quelques-unes. Hein. Le One Health, hein, qui est alors plus que d'actualité, hein, puisque même si on a des hypothèses sur le début de l'épidémie, on voit bien qu'il y a quand même une filiation animale. La place prépondérante de la prévention. Hein, et là, quand vous parlez peut-être de mémoire que les Français vont pouvoir garder, c'est la prévention, c'est se laver les mains, porter un masque, etc., qui était déjà assez présent dans les pays asiatiques, par exemple. Hein. Donc ça me paraît très intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que peut-être j'ai pas mal d'amis architectes, ce lien en fait entre le urbanisme, puis bon, la cité lyonnaise est bien connue pour ses architectures liées à ces terres hygiénistes. Hein. Les réflexions des architectes de Mick Perrault qui est présent dans ce livre. Et puis, mais vous avez commencé à aborder le sujet, ces problèmes d'articulation en fait nationale, territoriale, avec la volonté aussi et peut-être la nécessité de faire des organisations de santé territoriales avec les différents échelons. Donc ça, c'est intéressant. Et puis les enjeux du vieillissement. Alors, Didier Vinot, que j'ai encore vu cette semaine, avance la notion de longévitalité, qui me paraît intéressante fortement d'actualité avec les problématiques autour des EHPAD. Et puis globalement, on reste, on reste pas sur notre faim, mais on souhaiterait avoir un deuxième ouvrage rapidement pour essayer de voir comment ces différentes notions vont s'articuler. Alors, si vous en aviez quelques-unes à reprendre comme ça, et peut-être globalisantes à mettre en avant, quelles pourraient être ces notions? Oui, Gérald, vous avez ouvert beaucoup de pistes, mais c'est le principe de ce livre. C'est pour donner aussi à nos auditeurs le livre tel que de lire le livre. On l'a imaginé, que j'ai voulu, et il faut ici remercier tous les contributeurs qui vont on va pas tous les citer parce que ça prendrait trop de temps, mais regardez, mais aussi bien de l'architecture que de la vision monde d'Alain Mérieux, que de la directrice du Centre international de recherche sur le cancer, que d'un grand chef d'entreprise qui est Thierry de la Tour d'Arthez, que d'un économiste qui est Patrick Artus. Donc tout ça, c'est très difficile pour pas faire juste des collés côte à côte. Et je pense qu'on a réussi les uns et les autres par des retouches. Ça se fait pas. C'est une vraie maïeutique comme on peut le dire ici. Donc moi, il y a une chose fantastique. On est là à Lyon Sud et Jules Courmont c'est de revenir à des fondamentaux qu'on connaissait. L'hygiénisme au sens noble du terme. Et Jules Courmont disait cette phrase extraordinaire, la médecine fait la part du feu, l'hygiène empêche le feu. Et repenser la cité, quand on ferme les abattoirs qui étaient à l'angle de l'Hôtel-Dieu, parce qu'on s'est dit, tiens, on connaît pas les microbes encore, mais on se dit, c'est peut-être pas terrible, comme d'avoir les malades à l'Hôtel-Dieu et à l'angle de la rue Childebert, les boucheries où on débitait les cadavres. Donc, je pense que penser la cité, l'organiser, le préfet Vaïs qui va organiser des collecteurs d'égouts très tôt. Il y a un moment à la fin du 19e siècle où Lyon a la plus faible mortalité périnatale. Donc, on voit que les déterminants de santé ne tiennent pas qu'à la médecine. C'est des choses qu'on a fini par oublier dans les années modernes parce qu'on a eu une médecine surpuissante, transplantation, SAMU, antibiotiques, et qu'on a fini par penser qu'il n'y avait pas besoin de penser en amont. L'idée du livre, c'est de dire que la médecine est l'aval et que tout ce qu'on peut organiser en amont est essentiel. Et au fond,
cette notion du One Health, c'est-à-dire une santé humaine, animale et environnementale, sont trois visions qu'on ne peut plus dissocier. On pourrait pas faire de l'écologie sans penser les autres sujets, même si on comprend bien qu'il faut lutter contre la pollution, lutter contre deux, trois trucs, mais encore une fois, c'est cette notion de plus séparer en silos les questions. Et ça relève de la révolution culturelle dans notre pays. Tous les pays ne sont pas à ce stade. Moi, je suis désolé, il y a Gilles Roth dans la salle, mais moi, je me souviens en dernière année de médecine, c'était un professeur de clinique, je ne vais pas donner son nom, qui du haut de la chaire avait dit « Alors messieurs », parce qu'on ne disait pas messieurs, mesdames hein, à l'époque, la prévention, piège à con. Voilà, donc, j'ai jamais oublié ça. Donc, vous voyez, il va falloir penser la transversalité. Ce livre, pour nous, il est la fin du commencement, pour reprendre une autre formule. Il ouvre, il pose les quelques questions, et à nous de collectivement, parce qu'il y a plein d'initiatives. Le hackathon s'inscrit quelque part dans cette volonté. J'ai vu les thèmes hier soir, ils sont tous intéressants, mais c'est comment on renoue, comment on recrée de la confiance avec les populations, pour qu'elles se sentent partie prenante. Et ces verticalités, on voit bien les fragilités on va dire, de ce qu'on a pu entendre sur les vax, les anti-vax, la liberté. Tout ça sont en dehors des noyaux durs, probablement incompressibles, mais il y a une attente. On ne peut plus considérer que la science est une et indivisible. On a vu dans les postes que les scientifiques n'étaient pas tous d'accord, au tenter, ou donnaient l'impression de ne pas être d'accord. Et nos populations sont perturbées. Pour renouer, et je pense que la question de la santé qui vient toujours dans les 3 ou 4 premiers items de nos concitoyens, et d'ailleurs en Europe, est un sujet qu'il faut revisiter. Pas seulement par la réforme de l'hôpital, pas seulement par les déserts médicaux, toute question majeure, mais se dire qu'est-ce que je fais pour garder ma bonne santé. Vous savez bien que le nouveau critère, c'est quel est mon état de santé à 65 ans. Est-ce qu'à 65 ans, et en France, c'est 45% seulement, alors que les pays nordiques nous mettent 15 points, 20 points. Donc, et vous arrivez à la notion de bien vieillir. Parce que si je suis en meilleure forme et si on assume mieux le vieillissement, eh bien, c'est autant de budget qu'on met aujourd'hui qui ont un coût colossal. La prévention à N plus quelque chose coûte moins cher que l'action directe de réparation. Tout le monde le sait. Les économistes commencent à l'apprendre. Patrick Artus vient de sortir un petit bouquin qui approche cette question. C'est que même l'économie d'une nation doit intégrer cette dimension. Je ne parle pas évidemment de la dimension de bien-être que cela pourrait entraîner. Mais les entreprises sont partenaires potentiels de ça. Mais bien sûr, l'architecture, l'urbanisme. Et là, vous retrouvez toute la capacité d'une collectivité sur le temps moyen et long de repenser nos manières de vivre. Et ça ne se résume pas seulement à pas prendre sa voiture qui devienne un peu caricaturale. Je crois, je ne suis pas contre ça évidemment, mais vous voyez, on a trop pris des spots qui cristallisent ou qui enthousiasment, suivant ce que l'on pense, mais qui séparent, alors que nous avons besoin d'embarquer tout le monde plus que jamais. Alors, le temps passe, le temps file, et en tout cas, j'invite tout le monde à se pencher sur cet ouvrage qui est extrêmement intéressant, qui en appelle sans doute un autre. La prolongation de la réflexion se fait aussi à travers un institut, Santé et Territoire. Si vraiment, en 2 mots, si vous pouvez nous décrire un petit peu, enfin, j'imagine que c'est une façon aussi de nourrir la réflexion et de prolonger. C'est évidemment ce livre soulève plus, vous savez, en recherche on dit c'est la question qui compte, et poser cette question et poser ces approches, et je fais partie d'autres espaces qui réfléchissent à la santé publique. Franck Chauvin vient de sortir un rapport sur la santé publique en France, donc il
il y a des voies qui sont en train de converger. Donc, l'Institut Santé et Territoires vise à cibler plutôt cette question des territoires. Un territoire, c'est pas notre... Et j'ai travaillé avec Pierre Velt sur cette question. Pierre Velt ne donne jamais une définition fermée d'un territoire, parce que on pense qu'un territoire, c'est un truc dans les limites administratives. Non. Si vous allez dans la Creuse, le département est sûrement l'acteur principal. Dans le Rhône, bah oui, vous avez une métropole, mais même les 59 communes, si vous comptez il rentre 200 000 voitures par jour, il en sort autant, ça va jusqu'à 50-60 kilomètres. Donc pensez, même la métropole ne peut pas se limiter à 59 communes, et penser la ville seule, encore moins. C'est ces interactions qu'il faut prendre, parce qu'elles viennent aussi sur les modes d'alimentation, sur les modes de mobilité, de production, de redistribution. Tout ça pour dire que nous essayons de proposer à des territoires de mener ensemble une réflexion de terrain. Vous savez, je reste résolument chirurgien. Avant d'ouvrir, il faut savoir vraiment avoir un diagnostic et savoir où on va m'émettre. M'ont appris que le bistouri de l'action est très dangereux si on part à l'aventure. La chirurgie ne peut pas être et ne doit jamais être une aventure. Et j'ai tendance à penser que la politique peut être aussi, même si on n'en voit pas toujours les finalités. Bah, je crois qu'on a bouclé la boucle avec la présentation, votre présentation, et puis la chirurgie. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, mais la chirurgie demande beaucoup d'anticipation et de programmation, et il faut savoir très précisément ce qu'on va faire avant de donner le premier coup de bistouri. Je vois que l'heure passe. L'année prochaine, on fera peut-être 1 heure d'interview, parce que c'est riche, c'est extrêmement riche. Merci Georges d'être prêté à cette premier exercice d'interview à Caton. On va enchaîner donc cette matinée. Et on vous invite demain pour la finale. Oui, hier, on était au lancement, la ferveur était là. Je pense qu'on va avoir des belles propositions de projets. Oui, j'ai trouvé les projets intéressants, mais surtout, encore une fois, l'envie. Oui. Ouais, je crois qu'il faut, je rallonge pas, mais il faut redéclencher, il faut redonner du désir dans notre société, pas seulement ces horizons obscurs, dépressifs, et qu'on redevienne acteur, comme on peut être acteur de sa santé. Mais la question de la santé de la nation, elle est aussi, elle nécessite qu'on ait du désir. Et bravo pour générer ça. Merci. Merci, on se retrouve dans quelques instants donc pour la deuxième interview de la matinée avec Laurent Peyser de l'Agence régionale de santé. Petit spot et on se retrouve tout de suite.
Rebonjour, donc deuxième interview de la matinée, on va en avoir 3. Fin de matinée, on a un petit brief de où en sont les équipes. On va vous vivre un peu le cœur du hackathon. Et puis ça, cet après-midi, on aura également 3 interviews à partir de 14 heures, donc toujours sur YouTube en direct. Et ce matin, donc, on a la chance de recevoir Laurent Peyzer de l'Agence régionale de la santé, Auvergne-Rhône-Alpes. Faut présenter l'ensemble. Partenaire du hackathon, donc 6e édition. Monsieur Peyzer, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Donc, on est ravis de vous avoir ce matin dans cette séquence sur la santé, l'innovation. Vous êtes coordinateur de projet à l'ARS, mais est-ce que vous pourriez peut-être un peu à l'image de Georges Képédékian, vous présenter pour les gens qui nous suivent? Oui, bien sûr. Donc, je suis Laurent Peyzer. Moi, je commençais ma carrière à l'assurance maladie, à la Caisse régionale d'assurance maladie, où je faisais du contrôle hospitalier, mais dans les cliniques privées, puisque à l'époque, c'était le champ de compétences de la Caisse régionale d'assurance maladie. En 2010, à l'issue de la réforme, donc j'ai rejoint l'ARS, où je me suis occupé de changements internes, plutôt sur l'analyse de procédures et simplification des façons de faire. Donc, l'idée de contribuer au changement interne de l'agence en étant plus efficace, plus efficient. Et puis, dans l'évolution des missions, aujourd'hui, une mission plus sur l'innovation en santé, et plus particulièrement sur l'article 51, qui est aussi une mission d'accompagnement du changement, donc une certaine continuité. Alors l'article 51, on va y venir. On va aussi traiter un petit peu les sujets autour du numérique en santé. C'est fortement d'actualité depuis le lancement de l'espace de santé numérique de santé. Quelquefois, je me trompe un peu dans l'ordre des lettres, mais vous allez pouvoir nous rassurer. Donc, on va parler numérique. On va essayer de parler un petit peu hackathon à la fin, si on a le temps. Avec plaisir. On sait que maintenant que nos interviewés sont très loquaces, donc on va essayer de faire court. Alors, le premier sujet, c'est l'innovation, l'article 51. Alors, je ne veux pas trop déflorer le sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse depuis le lancement de cette initiative du ministère de la Santé. Alors, je crois qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, vous allez nous dire exactement. Pourquoi ? Parce que dans iCareLab, il y a cette notion d'expérimentation. Et puis, on avait aussi pu déjà travailler avec l'Agence régionale de santé il y a quelques années sur les questions de territoire et d'expérimentation de solutions, de nouvelles solutions. Mais c'est vrai que du coup, depuis quelques années maintenant, il y a l'article 51. Alors, c'est un mot un petit peu barbare, l'article 51, ça fait référence à un texte de loi, et je crois que du coup, il n'y a pas d'autre terme aujourd'hui pour nommer, on va dire, cette initiative. Mais est-ce que vous pourriez déjà dans un premier temps, nous décrire un petit peu le principe, les objectifs, et puis après, on viendra peut-être sur des projets, puisque vous êtes monsieur article 51 à l'ARS. Je coordonne. Oui, merci. Peut-être commencer par ce qui a amené le législateur, quelles étaient les réflexions du législateur pour mettre cette disposition, comme vous disiez, c'est une disposition de loi, c'est l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Donc, à défaut de trouver un autre terme, c'est resté. Article 51, c'est vrai que c'est pas très parlant. Le législateur avait fait 2 constats, en fait. Le premier constat, c'était une lourdeur pour mettre en œuvre des innovations organisationnelles et financières, donc avec le financement assurance maladie, au sein du système de santé. Ça nécessitait une disposition particulière dans les lois de financement, puis derrière des décrets d'application, donc un temps long et parfois pas de décret, donc pas d'expérimentation. Donc l'idée, c'était de dire, au lieu d'aborder les sujets thème par thème à travers la loi, créer un outil générique, une boîte à outils générique qui dise on va permettre de faire de l'innovation organisationnelle et financière sans en déterminer les thèmes préalablement. Ça, c'est le contexte un peu mécanique. Et puis, bien sûr, il y a un contexte plus de santé, avec plusieurs constats. Le premier, c'est l'évolution épidémiologique. Alors, pas référence au Covid qui a été abordé tout à l'heure, mais plutôt sur le fait qu'aujourd'hui, on est confronté plutôt à une santé de long terme. On parlait du vieillissement en bonne santé, mais aussi d'un certain nombre de maladies qui autrefois étaient mortelles et qui aujourd'hui deviennent des maladies chroniques,
comme les cancers, bien évidemment, mais aussi le diabète et d'autres maladies de ce type-là, les maladies sexuellement transmissibles, donc qui nécessitent une prise en charge au long cours, qui nécessitent la coordination entre les acteurs, notamment entre la ville et l'hôpital, et une manière différente de concevoir la santé, à la fois bien sûr en amont en prévention, et puis en aval pour continuer à suivre les patients. Deuxième contexte et constat, c'était de dire que pour faire cela, il y a des difficultés, un certain cloisonnement entre les acteurs de santé. Alors c'était en 2018, notamment entre la ville et l'hôpital. Donc comment aider à décloisonner la ville et l'hôpital. Et puis aussi l'idée de décloisonner organisationnellement, mais ça c'était pas le plus compliqué, mais aussi financièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'article 51, c'est une mesure de sécurité sociale, donc c'est pour apporter des financements innovants appuyés sur des organisations. Et puis bien évidemment, l'idée aussi, c'est de dire que si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. Donc ça, on l'a vu pendant le Covid et effectivement, les moyens ont été donnés, mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours la question de l'efficience. Est-ce que les moyens qu'on investit nécessaires dans le système de santé sont efficaces, permettent d'améliorer la situation. Donc voilà un peu les éléments du contexte. Donc à partir de là, eh bien, c'est la possibilité de déposer des projets avec cette boîte à outils générique. Alors 2018, ça veut dire que maintenant on a un petit peu de retour sur ces initiatives, parce que je crois savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes était assez, enfin, même très dynamique en matière de projets article 51. Alors, vous contribuez certainement largement à cet effort. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres du coup pour essayer de voir comment, parce que voilà, on parle beaucoup de l'article 51 sur ses principes, sur son cadre législatif, etc. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas au moins sur des exemples. Alors, dans un premier temps, peut-être quelques chiffres, et puis quelles sont peut-être les thématiques et peut-être quelques projets emblématiques. Alors ça, voilà, toujours difficile de mettre des projets en avant plutôt que d'autres, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu par rapport à ça? Alors, donc déjà au niveau national, puisque en fait les 19 ARS sont concernés et les DCGDR aussi, donc l'assurance maladie, puisque c'est un travail en partenariat et en binôme entre l'assurance maladie et l'État au niveau régional, mais aussi au niveau national entre le ministère et la CNAM. Au niveau national, aujourd'hui, il y a plus de 100 autorisations d'expérimentation article 51 qui ont été données. Une soixantaine, alors ça change tous les jours, donc à date, une soixantaine qui sont mises en œuvre. Il y a environ 1 million de patients qui sont concernés par un article 51, et et le budget qui est alloué est d'environ 450 millions d'euros. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui sont portés par le ministère et qui se déclinent en région. Il y a des projets qui sont faits par des acteurs interrégionaux, dont une partie est déclinée en région, et puis il y a les projets régionaux. Alors l'ensemble de ces projets-là, ça fait 31 projets qui sont mis en œuvre en région Auvergne-Rhône-Alpes pour une centaine de sites. Alors c'est difficile de répertorier les sites parce que par exemple dans certains projets, c'est des interventions en maison de retraite. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel EHPAD, par exemple, qui rentre dans le dispositif, puisque c'est un dispositif dynamique, le chiffre augmente. Mais grosso modo, c'est un peu plus de 31 projets et puis une centaine de sites. Et quand vous parliez tout à l'heure de décloisonnement, enfin travail, on a eu le thème de la pluridisciplinarité. Ce qui est intéressant donc dans les articles 51, c'est qu'il y a, je dirais, le monde hospitalier, le monde libéral, qu'il soit hospitalier ou médecine libérale, enfin pas que médecine d'ailleurs, je crois qu'il y a les dentistes qui se sont engagés sur un certain nombre de sujets de ce type-là. Donc là, on a vraiment des projets, pour en avoir suivi un peu plus particulièrement, qui vont engager du coup tout un réseau d'acteurs de la prise en charge, je dirais depuis l'hôpital quasiment jusqu'au domicile. Oui, tout à fait. Si on regarde qui porte les projets, environ un tiers des projets sont portés par des établissements de santé. Mais dans ces projets-là, 80% concernent la relation ville-hôpital. Alors à différents titres, donc on voit bien qu'il y a un esprit d'ouverture. Et c'était peut-être quelque chose qui était un peu inattendu, mais qui est très intéressant. Les 30% des autres projets sont portés par des fédérations, par des acteurs de santé regroupés, donc les fédérations, ça peut être la Croix-Rouge, la Mutualité française, mais aussi des URPS et voire récemment des conseils de l'ordre. Donc des acteurs qu'on n'attend pas forcément dans la mise en œuvre directe
alors les fédérations via leurs établissements, mais pas elles-mêmes en tant que fédération, qui ont déposé des articles 51. Et donc ça, c'est aussi l'expression d'une dynamique et de l'envie de faire changer les choses. Et c'était peut-être la surprise, en tout cas un peu inattendue, de cette disposition. Alors, quelques thèmes, juste comme ça, pour essayer de fixer les choses, parce que on a évoqué les dentistes. Oui. Voilà, j'ai d'autres sujets en tête, mais si vous pouvez nous éclairer sur quelques thèmes, je pense que ça va illustrer du coup pour les gens qui nous suivent un petit peu la typologie, les actions qui sont. Il y a énormément de thèmes qui sont couverts par les articles 51. Avec 100 projets, le panorama est très vaste. Mais il y a quand même un certain nombre de thèmes qui revient un peu de manière plus conséquente. Le premier, c'est la prévention de l'obésité et les problèmes liés à l'obésité. C'est le premier thème, c'est là où il y a eu le plus de projets thématiques proposés. Ensuite, on a les projets qui concernent le cancer, ceux qui sont liés au vieillissement de la population, aux addictions, et puis aussi aux maladies cardiovasculaires. Et finalement, c'est pas étonnant parce que ce sont des thèmes qui appellent le parcours et qui appellent aussi une prise en charge à différents titres et un peu longue. Voilà. Donc finalement, les thèmes qui sont ressortis correspondent aussi à l'esprit de l'article 51. Et du coup, aussi, tout le territoire, enfin, je veux dire, il y a des projets sur tout le territoire, hein, il n'y a pas de concentration. Alors, voilà, pour avoir un petit peu parcouru certains projets, c'est intéressant de voir aussi que, je dirais, dans des territoires, entre guillemets, plus isolés en termes de médecine. Oui, tous les territoires sont couverts, mais quand même, il y a quand même le poids des métropoles qui joue et un certain nombre de projets sont portés dans les métropoles. Mais tous les territoires sont couverts. Le seul en région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas couvert, c'est la Haute-Loire. Voilà, on attend un projet pour la Haute-Loire. Bon, l'appel est lancé, donc la créativité de nos amis de la Haute-Loire doit être est sollicitée. Alors, dans tous ces sujets, il y a quand même, en filigrane, quand même un sujet un peu majeur en ce moment, qui est le numérique en santé. On progresse un petit peu dans notre échange. C'est vrai que du coup, depuis le début d'année, il y a le lancement de l'espace numérique de santé. Mais bon, l'espace numérique de santé, c'est peut-être la partie immergée de l'iceberg pour les citoyens. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide panorama, je dirais, aujourd'hui de la stratégie, ou en tout cas des actions les plus emblématiques pour pouvoir favoriser cette transformation, parce qu'avant tout, enfin, le numérique en soi, c'est pas l'intérêt, c'est en quoi cette avancée technologique va transformer les organisations. Alors, d'abord, vous avez pu noter que depuis la mise en place de la direction du numérique en santé a donné une impulsion majeure au développement du numérique en santé en France. On peut vraiment parler de virage du numérique en santé et surtout a donné sa cohérence. Et sa cohérence, elle est partie autour de quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais qui décolle aujourd'hui, qui est le DMP, dossier médical partagé. Donc il y a plusieurs programmes et plusieurs financements. Tout d'abord, peut-être commencer par l'actualité, qui est donc le Ségur du numérique en santé, puisque suite dans le cadre des fonds européens, il y a des fonds qui sont alloués pour le développement du numérique en santé, et notamment via les mesures Ségur, qui ont plein de thématiques, mais dont celle-là, avec plusieurs programmes, 3 programmes. Un premier programme qui est Ségur, usage du numérique dans les établissements de santé, donc c'est des programmes qui visent aux établissements de santé à les inciter à utiliser le DMP, à utiliser la messagerie sécurisée en santé, puisque aujourd'hui, souvent, entre patients et professionnels, c'est plutôt Gmail, donc c'est pas terrible. Donc là, l'idée, c'est de construire une messagerie sécurisée en santé pour permettre la relation entre les professionnels, entre eux déjà, mais ça existe déjà, mais surtout avec les patients. Donc voilà, donc là il y a un accompagnement des établissements pour les inciter à faire ça. Et donc c'est un programme il y a eu un appel à candidature, et en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu 81 établissements qui ont répondu à cet appel pour se lancer et utiliser ces services-là. Deuxième programme, c'est pour les établissements médico-sociaux, donc ESMS numérique, et là c'est plutôt pour amorcer
aider les établissements médico-sociaux à faire leur virage numérique et commencer à constituer un dossier de l'usager informatisé qui, bien sûr, a pour objectif d'être interopérable. Et puis, dernier point du Ségur en santé, la cybersécurité, c'est quelque chose de très important. On vit des temps troublés et donc il faut être extrêmement vigilant. Le nombre d'attaques sur les établissements de santé ont doublé, par exemple, entre 2020 et 2021. La région Auvergne-Rhône-Alpes, les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas épargnés. Et donc là, il y a une action aussi de sensibilisation des professionnels de santé dans les établissements, d'animation dans les territoires des professionnels de la sécurité en santé dans les établissements. Donc ça, c'est animé par l'ARS et bien sûr par le GCS SARA. Et oui, et peut-être rappeler le rôle du GCS SARA, qui est en fait entre guillemets, le bras armé, en tout cas l'entité opérationnelle pour pouvoir décliner au plus près les mesures et les opportunités qui se présentent. Alors, le GCS SARA a deux rôles fondamentaux. C'est d'abord le développement de la plateforme régionale qui permet justement l'interconnexion, d'accompagner les établissements et puis aussi participer donc à cette culture-là. Le GCS SARA, et j'en profite du coup, intervient sur le programme e-parcours, qui est un autre programme du numérique en santé, qui vise à peu près la même chose que le premier, parce que comme je vous disais, il y a un souci et une volonté de cohérence des développements, mais avec un angle un peu différent qui est celui de la coordination des acteurs. Donc, voilà. Et donc de dire comment accompagner le numérique et de coordonner des acteurs. Et donc là aussi, il y a eu un appel à candidature. Alors c'est un peu plus ancien, en 2019. Il y a un certain nombre de projets, il y en a eu 9 en région Rhône-Alpes, qui ont été, Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont été retenus. Je vais vous en citer 2, puisqu'en plus, ils relèvent de l'article 51, donc ça tombe bien. Ah, c'est parce double... tout est cohérent. Le projet ICOP, qui est un projet qui vise à faire du dépistage du vieillissement. Donc ça veut dire que ça mobilise beaucoup d'acteurs en santé, à la fois en ville, au sein des CPTS, puis après dans les établissements qui seront amenés à suivre une partie des personnes. Donc c'est prévention du vieillissement avec un certain nombre de tests sur la locomotion, la cognitivité, la dénutrition par exemple. Et puis un deuxième programme qui est aussi thérapie orale du cancer, qui est un projet important de l'article 51, mais qui a aussi un enjeu de coordination majeur, puisqu'en fait c'est l'idée de suivre les patients qui ont des chimiothérapies orales à domicile et de faire un suivi à la fois au sein de l'établissement qui les suit prescripteurs, mais aussi des pharmacies avec un rôle important des pharmaciens de ville qui s'assurent qu'il n'y ait pas de iatrogénie et qui est surtout une bonne observance du médicament puisqu'on sait que c'est un des problèmes. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est simple, mais 12 sites et 1500 patients du programme, ça veut dire 1500 au moins pharmacies à inclure. Voilà. Donc nécessité de coordination, d'information. Donc e-parcours permet d'accompagner ces acteurs-là. Puis un dernier, des plateformes de coordination des troubles neurologiques du développement. Donc ça, c'est un parcours qui s'adresse aux enfants de 7 ans qui donc ont des troubles neurologiques du développement. Ça fait partie du plan national de l'autisme. Et là, c'est aider les acteurs à travers des plateformes à coordonner et à suivre ces enfants. Aujourd'hui, il y a 5 plateformes qui existent en région et l'idée, c'est que l'ensemble du territoire soit couvert. Alors là, vous nous avez donné la vision territoriale. Alors, on a échangé avec les services de l'ARS de communication. Ils nous ont donné un petit film qui permet de compléter et sans doute de synthétiser. Je crois qu'il y a 2-3 personnes assez connues dans ce petit film. On va le regarder ensemble. Puis après, on reviendra peut-être. Je dirais, il y a un appel à projet qui m'a vraiment interpellé là depuis quelques jours. Ça s'appelle Tiers-lieu d'expérimentation en santé. Je crois qu'il y a du coup aussi une déclinaison liée à l'accélération aussi du digital, côté, on va dire, entrepreneuriat industriel. Alors, je ne vais pas vous piéger là-dessus, mais c'est aussi pour vous donner, recueillir votre sentiment et faire le lien aussi avec le hackathon, avec la dynamique d'innovation puisque vous avez assisté hier également, comme Georges Kopienekian, au lancement du hackathon. Donc, c'est vrai que du coup, il y a ce volet expérimentation. Dans Icarlab, on distingue l'expérimentation de la partie émergence de projet. Donc on viendra pour la dernière séquence ensemble, mais avant on va regarder le petit film qui résume un petit peu la stratégie nationale sur le sujet. C'est historique.
Et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Prenons un exemple. Je suis d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. On n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. Voilà, un beau résumé du coup avec les aspects appliqués avec Laurent Peyzer. On se retrouve et puis enfin plus que le concept, la politique qui est suivie aujourd'hui au niveau de l'espace numérique de santé. Alors on évoquait quelques appels à projets avant cette coupure film. Alors on peut revenir aussi sur le hackathon. Premier sentiment. Alors vous suiviez déjà le hackathon les années précédentes, mais là vous êtes vraiment au cœur de l'événement. Votre avis un petit peu comme ça à chaud? Alors c'est d'abord une très belle manifestation et on est ravis d'être partenaire du Helsing Health de cette année. On retrouve un peu l'état d'esprit dans lequel nous-mêmes on essaye de se situer. Alors déjà sur le fond du hackathon, ça n'est pas qu'un exercice puisque certains projets aboutissent concrètement. Donc c'est pas on se réunit un week-end, on fait la fête un week-end. On fait la fête un week-end, on travaille le week-end. Non, il y a des réalisations concrètes. Donc un certain nombre de projets aboutissent et donc c'est dans le réel. Et puis sur la culture aussi, sur l'état d'esprit, c'est un état d'esprit d'innovation, puis surtout du bottom-up, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire qu'on part du désir de personnes de vouloir changer le système, d'améliorer les choses. On a vu les projets qui étaient présentés hier, ça part d'un constat en disant oui, mais alors comment je peux améliorer les choses? Donc du bottom-up qu'on retrouve dans d'autres, notamment dans l'article 51, c'est de partir des idées du terrain, de les accompagner, de les faire mûrir, et puis certaines aboutissent et on fait avancer le système. Puis c'est aussi l'idée
regrouper les compétences, de travailler en groupe. Il y a un petit aspect compétition, mais il y a surtout un aspect de cohésion de groupe, de travail de groupe, donc de collaboration. Et là aussi, c'est un message de dire il faut faire de la collaboration interdisciplinaire, mais pas que, aussi de la collaboration des compétences, des savoir-être aussi. Et des fois, on a besoin juste de gens qui font prendre la mayonnaise. Voilà, et leur métier, c'est ça. Et puis, aussi, pour conclure là-dessus, peut-être, c'est très, très rassurant de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui ont le désir de s'investir personnellement pour faire changer les choses, pour améliorer le système de santé. Donc c'est vraiment une très, très bel événement, très belle expérience. Puis on se retrouvera demain pour le jury. Ah oui, bien sûr. Donc on aura l'occasion de mettre en avant les meilleurs projets. Alors du coup, si je décode un petit peu, on pourrait imaginer que le hackathon, c'est un peu l'école de l'article 51, quasiment. En tout cas, l'état d'esprit est le même. C'est-à-dire, l'état d'esprit est le même, c'est-à-dire d'abord une vision bienveillante et ouverte des idées. On part de l'idée. C'est un changement, parce que souvent, nous, on part des dossiers administratifs. Là, on part de l'idée. Donc on renverse un petit peu la table. On repart de l'idée. Et d'ailleurs, pour déposer un article 51, bien sûr, il y a un certain formalisme. Oui, je ne faisais pas le raccourci entre projet du hackathon et article 51. Mais on regarde l'esprit. C'est un formalisme qui est une lettre d'intention. C'est intéressant. L'intitulé a toute sa signification. On pose une lettre d'intention. Et là, on regarde si l'idée est bonne. Et on regarde après si elle rentre aussi dans le cadre de l'article 51. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une innovation? Est-ce qu'elle déroge à une organisation et un financement actuel? Voilà. Est-ce que c'est efficient? Est-ce que ça apporte de la qualité? En général, les porteurs sont très sérieux, donc la réponse est oui. Et puis, dernier élément, c'est peut-être un point important, est-ce que c'est reproductible? C'est-à-dire, est-ce que si on met en place cette idée-là sur le territoire avec un porteur, et si ça marche, est-ce qu'on peut le projeter ailleurs dans le territoire français? Et c'est là le vrai enjeu finalement de l'article 51, c'est ce dernier point. Et c'est très exigeant pour les porteurs de dire je n'améliore pas une organisation locale, je ne règle pas un problème local dans mon établissement, dans mon territoire, je crée un parcours où j'ai un projet qui pourra être reproduit ailleurs et qui pourra aider et contribuer à améliorer le système ailleurs en France. Voilà, donc c'est le même état d'esprit. État d'esprit similaire. Merci Laurent Peyzer de vous être prêté à cette interview Hacking Health Lyon 2022, 6e édition. Et puis, comme vous l'avez dit, on se retrouve au moins déjà demain pour le jury. On aura l'occasion aussi d'en parler. Un jury fortement retaillé. D'ailleurs, avec l'assurance maladie, article 51, ARS, Absolument. Assurance maladie. Oui, c'est l'assurance maladie en qui sera là. binôme. Voilà. Merci en tout cas. Et puis, profitez un peu de votre temps pour aller voir ce qui se passe dans les équipes. Merci à vous, puis avec grand plaisir. Merci. Donc on se retrouve juste après avec une autre interview, l'interview du doyen de la faculté de médecine Lyon-Est, Gilles Rode.
Alors, de retour sur notre plateau éphémère du Hacking Health Lyon 6e édition, avec Gilles Rode. Professeur Rode, bonjour. Le micro. Bonjour Gérald. Merci de vous prêter à l'interview Hacking Health Lyon du matin. On va en avoir 3 l'après-midi encore, et puis le petit point juste après votre interview sur les équipes. Donc je rappellerai que vous êtes le doyen de la faculté de médecine Lyon-Est. Nous sommes à la faculté de médecine Lyon-Sud. La cohérence du dispositif est intéressante aussi entre l'Est, le Sud. Je suppose que vous travaillez largement ensemble. Et l'idée, c'est peut-être de passer en revue un certain nombre de thèmes qui vous tiennent à cœur, en particulier quand on a pu faire une édition dans vos locaux. Merci en tout cas. Je crois que c'était la 2e édition qu'on a pu faire. C'est à ce moment-là on s'est rencontrés et je dirais le courant est assez rapidement passé sur ces notions de pluridisciplinarité, sur la capacité aussi des étudiants. Parce que je rappellerai, en l'occurrence, c'est important, que l'un des projets phares aujourd'hui du hackathon qui s'appelle Marty, qui est porté par un des étudiants à l'époque de la faculté de médecine, qui concerne une borne qui permet aux patients allophones, de venir être admis aux urgences est vraiment en phase de décollage. Donc, en tout cas, c'est à ce moment-là que la connexion s'est passée. Mais peut-être avant de rentrer sur ces thèmes, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter un peu à l'image de nos précédents interviewés sur votre parcours et puis sur vos spécialités également en matière de santé? Donc moi j'ai fait mes études à la faculté de médecine Lyon-Nord et à l'issue de l'internat j'ai choisi comme discipline la médecine physique et de réadaptation qui était une discipline nouvelle et je suis médecin de cette discipline à l'hôpital Gabriel qui est un des établissements des Hospices civils de Lyon où je suis actuellement chef de service et où j'y travaille tous les matins. C'est une discipline qui par essence est à la fois holistique et interdisciplinaire. Et ces 2 éléments qui, dès le début de ma carrière, moi, m'ont beaucoup intéressé. Parallèlement, j'ai fait une carrière scientifique au sein du laboratoire de Mac Jeanneraud et j'ai été nommé enseignant-chercheur de cette discipline, puis doyen. J'ai été enseignant pendant 10 ans à la faculté Laennec et à la faculté de Lyon-Sud, où j'assurais les cours. Et puis maintenant, je suis doyen à la faculté de Lyon-Est, où je poursuis cette vision à la fois d'une médecine globale et aussi interdisciplinaire dans le domaine de l'enseignement. Donc rappelez peut-être que l'établissement Henri Gabriel n'est pas très loin ici géographiquement du site sur lequel on est là, donc à l'Amphi Boiron. Vous voulez peut-être en dire 2 mots Oui, l'hôpital Gabriel, c'est un des établissements du CHU de Lyon, qui est un établissement hospitalo-universitaire pour la formation et la recherche en lien avec le handicap et qui fait en effet partie du groupement hospitalier Sud. C'est ce groupement avec le centre hospitalier Lyon-Sud. Et du coup, ça m'évoque quelque chose, c'est parce qu'il y a Hacking Health en matière de hackathon, mais du coup, je vous ai transmis, enfin dans le bon sens du terme, le virus, en tout cas du hackathon, puisque il y a 2 ans, oui, à peu près 2 ans, je crois que les internes, les étudiants de la faculté se sont mobilisés sur un format de hackathon particulier. Et si vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots, puisqu'il y a des belles innovations aussi qui ont été... Ça a été effectivement directement en lien après l'expérience du hackathon à la faculté que vous aviez organisée, parce que les étudiants ont été très séduits, se sont impliqués et se sont, je dirais, appropriés cette démarche. Et il y a 2 ans, on a organisé à Lyon le congrès mondial de rééducation neurologique. Et dans le cadre de ce congrès mondial, les internes de la discipline de Lyon, dont certains étaient des anciens étudiants des facultés de Lyon, mais aussi des internes de la région, ont décidé d'organiser un hackathon sur le terme du handicap neurologique qui a eu lieu à la fac, d'ailleurs grâce au soutien d'Hacking Health Lyon et grâce à votre aide aussi. Et ça a permis vraiment de contribuer à générer cette initiative. Et elle se poursuit puisqu'on accueille à Lyon, les 2 facultés de médecine de Lyon accueillent à Lyon avec la conférence des doyens le congrès international de l'EMI, qui est un grand congrès de pédagogie. Et là aussi, les étudiants de la faculté se sont mobilisés pour créer un Hacking Health. Alors cette fois, pas pour des innovations pour les soins, mais pour la formation, pour l'enseignement médical. Et ce projet a retenu toute l'attention de l'EMI, l'organisation internationale, ainsi que de l'Université Claude Bernard Lyon 1,
Et il aura lieu sur le site de Lyon 1, près de la Doua, afin d'être à côté du Palais des Congrès. À quelle date? Fin août. D'accord. Donc, Du 23 au 25 août. Donc il va y avoir une manifestation organisée par les étudiants de Lyon, de la région, mais aussi avec une équipe d'étudiants des différents pays participants au hackathon pour promouvoir de l'initiative, de l'innovation en pédagogie médicale. Et aussi là, dans une dimension interdisciplinaire. Donc, Gérald, vous avez fait des élèves, je dirais. C'est notre plus grande fierté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le concept qu'on a du coup aussi implanté ici à Lyon à travers les initiatives qui avaient été prises au Québec, qu'on transmette le flambeau. Et je trouve que, au final, que les étudiants en médecine puissent se saisir de ces outils, d'une certaine façon d'animation et de transversalité. Alors, en plus des hackathons, je crois que un des thèmes auxquels vous tenez particulièrement, c'est l'interdisciplinarité dans les études de médecine. Est-ce que, au final, comment vous appréhendez ces questions au sein de l'université? En fait, ce qui est important pour un étudiant en médecine, c'est qu'il comprenne tôt qu'aujourd'hui, répondre aux besoins de santé des personnes et de la société ne relève pas que de la compétence des médecins. Bien au contraire. Elle relève de la compétence de tous les professionnels de santé. Et c'est donc une approche qui est interprofessionnelle. Et ce que les futurs médecins découvriront dans leur exercice professionnel, il faut qu'ils le découvrent à la faculté. Mais en même temps, aujourd'hui, les besoins de santé ne sont pas assurés que par des professionnels de santé, mais aussi par des professionnels d'autres compétences, des ingénieurs, la technologie, les sciences humaines et sociales, l'économie. Et qu'il est important que les étudiants s'ouvrent à ces champs de connaissances. Et il est aussi important que les facultés de médecine proposent des programmes de formation à la santé à destination d'étudiants qui sont en sciences de l'ingénieur, en sciences humaines et sociales, en éthique ou philosophie. Parce que finalement, c'est une question globale. Comment répondre aux enjeux de santé dans une approche One Health ou de santé mondiale et comment mobiliser des étudiants qui sont finalement au départ de formations différentes mais qui vont par leurs compétences et leurs connaissances apporter des réponses qui au final amélioreront la santé. Et donc dans ce cadre-là, il y a plusieurs exemples d'une certaine façon. Vous avez mentionné l'ouverture vers le métier d'ingénieur et je crois qu'il y a une initiative qui a été prise donc par l'école centrale et puis par la faculté de médecine, si vous pouvez, alors, sur un cursus un peu... Il y a une vraie réflexion à Lyon, au sein de l'Université Lyon 1, pour privilégier justement ce qu'on appelle des doubles cursus. Et il y a là plusieurs partenaires, les Hospices civils de Lyon, des écoles d'ingénieurs comme l'école centrale, l'école normale supérieure, Lyon 2 et Lyon 3. Ainsi, et puis également l'école de santé des armées. Comme vous le savez, l'école de santé des armées forme des étudiants qui font un double cursus, à la fois médical dans nos facultés et à la fois de médecine militaire opérationnelle et au commandement. Et à l'issue de leur formation, ils ont un master de grande école, reconnu comme tel. On a un partenariat ancien avec l'école normale supérieure en biologie pour des étudiants qui font un double cursus médecine-sciences, comme il en existe dans d'autres universités en France. Et puis, depuis 3 ans, on a créé un partenariat unique avec l'école centrale de Lyon, unique en France, ouvert à des élèves de centrale et des étudiants des facs de médecine, pour faire en même temps un double cursus, médecine et sciences de l'ingénieur. Alors, bien sûr, ça concerne un petit nombre d'étudiants, parce que le programme pédagogique est assez lourd. Il y a toute une commission pédagogique qu'on a mis en place qui les accompagne. Mais c'est un enjeu majeur, parce que ces étudiants, demain, ils seront à la fois médecins et centraliens. Ils pourront donc, dans des CHU, piloter à la fois des services de médecine nucléaire, d'imagerie, et leurs compétences seront très utiles. On ouvre actuellement à des réflexions nouvelles dans ce domaine, notamment avec la philosophie et les sciences humaines et sociales, pour pouvoir proposer à des étudiants des parcours spécifiques de M2 dans ces domaines, parce qu'il y a des étudiants qui sont intéressés par ces questions et parce que les questions des sciences humaines et sociales et philosophiques sont aussi essentielles en santé. Et on voit bien que demain, ceux qui vont contribuer à l'enseignement médical, à la formation des professionnels,
eh bien, ça sera utile que parmi eux, certains aient ces doubles formations. Alors, j'ai relevé du coup dans l'actualité récente le lancement de l'école de l'empathie. Enfin, ça s'inscrit bien dans cette volonté aussi d'ouverture et de capacité aussi pour les professionnels de santé. Alors, est-ce que c'est réservé aux professions médicales, enfin aux médecins, ou est-ce que c'est l'ensemble des professions de santé qui sont concernées? En fait, le terme n'est pas exactement l'école de l'empathie, c'est le terme que le journaliste a retenu, mais le constat est le suivant. Plusieurs études de la littérature montrent qu'au fur et à mesure de leurs études, les étudiants perdent leur sens empathique. Alors même que leurs connaissances s'enrichissent, alors même qu'ils ont plus d'expérience, ils deviennent moins empathiques, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu cette faculté intuitive de comprendre le besoin et le sentiment de l'autre. Ce qui est quand même une vraie interrogation pour des futurs médecins. Et donc, en 2019, on a démarré un projet qui est aujourd'hui porté par Édouard Laune, qui est un enseignant de psychiatrie et docteur en philosophie. Qui était porteur d'un projet de hackathon l'année dernière. Tout à fait, sur ce thème. Et l'idée, c'était de faire un partenariat avec des associations accueillant des patients, des personnes réfugiées, sans domicile fixe, des personnes âgées, pour accueillir ces étudiants très tôt dans leur cursus, pour qu'ils puissent avoir une réflexion sur qu'est-ce que sont les inégalités de santé, mais aussi qu'ils puissent faire des rencontres avec ces personnes, qu'ils puissent les approfondir et en tant que futurs médecins, avoir une double analyse. Une analyse personnelle par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire quel est le médecin que je veux devenir, et aussi comprendre aujourd'hui dans notre société quelles sont ces inégalités. Et le projet a reçu un soutien de la présidente de l'université et puis de l'ARS qui nous a facilité les choses pour l'établissement des conventions. Au-delà de ça, on a invité les étudiants à faire une rencontre. Parce qu'aujourd'hui, pour certaines populations, comme les réfugiés, les sans domicile fixe, il y a un phénomène d'anonymisation de ces populations. On va dans les médias parler des personnes réfugiées, mais rarement on va s'intéresser à l'histoire de ces personnes, à leur nom, leur prénom, pourquoi ils ont pris cette décision de quitter leur pays pour venir en Europe, alors même que c'est chaque fois des histoires individuelles et que la médecine, c'est d'abord privilégier la relation à une personne humaine, en comprendre l'histoire et comment en tant que médecin, je vais répondre à son attente. Et ça, parallèlement à cette idée d'école de l'empathie, ça fait référence à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des facultés aujourd'hui, partagée dans les pays notamment nord-américains, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mandat de servir. Et comment un étudiant dans sa formation en santé, mais en médecin, mais pharmacien, infirmier, intègre cette dimension du mandat de servir. Et quels sont vos... J'ai posé la question à Georges Kepenekian au début de ces séquences. Votre analyse, vous, de praticien, de médecin et de doyen sur ce qu'on vient de vivre, et malheureusement l'actualité est encore douloureusement chargée, on va dire, sur ces questions, peut-être de la phase pandémique. Est-ce que pour vous ça a confirmé, ça a permis de réactualiser peut-être vos représentations sur la santé? Vous avez été comme tous les autres médecins en première ligne confrontés à cette pandémie, et au final, alors pour les étudiants en médecine, ça s'est traduit beaucoup par du distanciel, je suppose. Mais quel est votre double regard, on va dire, du coup de doyen, mais aussi de praticien au contact de cette évolution? En tant que médecin, comme disait Georges Kepenekian tout à l'heure, on a fait de la médecine, on a libéré la médecine. Et il y a des questions qui se sont posées différemment parce qu'il fallait être au rendez-vous de cette situation. Au niveau des étudiants, ils ont été extraordinaires. Dès le début de l'épidémie, ils ont voulu se mobiliser dans les services pour être présents. Même au départ, il fallait un peu freiner les choses puisqu'on ne savait pas exactement encore quels étaient les risques épidémiques. Quand les hospices civils de Lyon, avec la métropole et la ville de Lyon, ont mis en place le centre de dépistage, on a mobilisé les étudiants, ils se sont mobilisés à grande échelle et ont participé de façon unique au dépistage.
On a même fait une étude scientifique pour montrer l'impact de leur implication sur l'acquisition de nouvelles compétences, et ils en ont fait une présentation à des congrès internationaux. Ils se sont mobilisés également dans les SAMU, pour les permanences téléphoniques. Certains se sont mobilisés comme aides-soignants. Ils voulaient être là, ils voulaient participer à cet événement, et finalement c'était en totale résonance avec la motivation profonde qu'ils avaient de faire médecine, et que cet événement, ils voulaient y participer de leur façon. Et quelque part, c'est, je trouve, extrêmement rassurant de voir que la génération aujourd'hui des étudiants, elle est au rendez-vous. Et que le hackathon, ce que disaient les autres, mes prédécesseurs, c'est bien ça, c'est une idée, c'est une équipe et c'est une solution. Et que le Carnegie Health, et notre rôle, nous, c'est un rôle de coenzyme. C'est permettre à ce que les étudiants puissent exprimer leur idée, et ça c'est très important, qu'il y ait cet espace de liberté, leur permettre de se réunir pour faire un collectif, et ensuite leur mettre des avis, des mentors, des solutions, des moyens, pour qu'ils puissent concrétiser leurs solutions. Et l'exemple de Marty, porté par Quentin Pauly et Elias Sadou, est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. C'est vrai que du coup Quentin va faire quelques conférences aussi, nous aide aussi à mobiliser les étudiants. Il y a quelques étudiants ici qui prennent part aux discussions. Si on revient un temps sur l'interdisciplinarité, alors je crois que c'est aussi une démarche de recherche en pédagogie. Enfin, vous avez des collaborations aussi avec le CRI. Alors l'acronyme, c'est le Centre de recherche en interdisciplinarité. Oui, c'est ça. C'est le Centre de recherche en interdisciplinarité de François Tadei, qui est à Paris. Donc là, en fait, vous essayez, à travers un certain nombre de sujets que vous venez d'aborder, d'en faire aussi un axe de recherche pour pouvoir, je dirais, contribuer à la transformation, l'évolution des études de médecine. En fait, notre enjeu à nous, c'est de former les étudiants à la complexité. Les connaissances, aujourd'hui, ils sont capables de les trouver très facilement. Ils sont même, il y a tellement de supports. L'apprentissage des compétences est un enjeu essentiel, notamment à l'hôpital. Mais au-delà de ça, on doit les former à une complexité, et la complexité en santé. Et l'enseignement médical, ce n'est pas l'apprentissage de solutions simples ou pour des problèmes compliqués, mais des situations complexes, c'est-à-dire où il y a une dimension d'incertitude. Et cette dimension d'incertitude, ça renvoie à deux choses. Un, la capacité à l'étudiant de travailler avec ça. Et la crise du Covid, ce que vous disiez tout à l'heure, a été un excellent exemple d'une situation d'incertitude et de voir comment les professionnels et des étudiants s'adaptaient à ça. Et ils se sont adaptés de façon tout à fait remarquable. Mais la complexité, c'est aussi amener des savoirs différents que les savoirs habituellement enseignés en médecine. Ce sont les savoirs expérientiels des patients. Et ça, c'est très important. L'enseignement que des patients peuvent partager avec des étudiants. Là aussi, pour leur montrer qu'il faut changer de perspective. Et puis aussi des enseignements d'autres domaines, dans le domaine de la culture, des sciences de l'ingénieur. Je prends un exemple, on a créé à la faculté, ces deux enseignants, Pascal Roy et Dominique Sapé-Marigny, un enseignement avec le Conservatoire national de musique et de danse de Lyon, sur médecine, musique et neurosciences. L'intérêt de cet enseignement, c'est d'ouvrir les étudiants au domaine de la culture et de voir comment l'approfondissement culturel enrichit aussi la démarche médicale dans la compréhension de la complexité du patient, de ses références culturelles, de ses références, de ses croyances. Parce que finalement, la maladie, c'est une chose, le diagnostic de la maladie, le traitement, mais la compréhension du malade et la compréhension de la relation qu'il a avec sa maladie et la signification qu'elle porte pour lui-même à un moment donné de sa vie, ça nécessite pour l'étudiant et pour le médecin d'avoir des clés de compréhension qu'il doit lui-même appréhender au cours de ses études. Et si vous voulez, c'est un peu ça aujourd'hui un enjeu. Un autre enjeu aussi, c'est
dans une faculté, c'est de transmettre aux étudiants des valeurs. C'est quoi aujourd'hui, en 2022, les valeurs pour un professionnel de santé? Celles qu'on partage en tant qu'étudiant, mais celles qu'ils partagent avec nous. Et je pense que les étudiants, ils attendent de nous, les enseignants, qu'on leur transmette ces valeurs. Et de façon plus générale, alors, on a une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans votre faculté. Est-ce qu'en France, c'est une démarche, on va dire, c'est une impulsion qui est donnée également par d'autres formations, alors par d'autres formations, je dirais, de futurs médecins, mais aussi plus globalement de formations en santé? Oui, je pense qu'il y a des démarches comparables dans les différentes facultés et universités en France. Un des éléments importants de la réforme actuellement en cours, c'est de valoriser les initiatives étudiantes. Comme disait Laurent précédemment, on était précédemment dans un enseignement qui était très top-down. On voit bien que c'est important que les énergies circulent dans les deux sens et qu'on libère les énergies des étudiants pour porter des initiatives. C'est un peu le sens dans la réforme de la valorisation du parcours. Un étudiant qui va s'engager dans des initiatives pédagogiques, dans des associations, dans la réserve, par exemple, ou dans la responsabilité sociale, eh bien, ces actions, elles seront valorisées. Et je crois que c'est un changement qui est tout à fait utile. Bon, ce n'est pas en soi des choses très nouvelles, ça existe dans les écoles de commerce, ça existe dans les écoles d'ingénieurs. C'est l'étudiant porteur de projet très tôt dans son cursus pour qu'il se l'approprie. Mais c'est vrai que c'est quand même assez récent, parce que c'est vrai que le choix de faire médecine, c'est quand même un choix assez profond. Les études, enfin la phase de sélection est assez difficile, et du coup, on a l'impression aussi que on retrouve ça, nous aussi, dans notre cas, que la santé, c'est un peu particulier, et du coup, il y a une forme d'isolement, on va dire, qui se crée peut-être, et d'ailleurs, on le revoit à travers un certain nombre de projets de hackathon qui sont portés par des patients, qui sont portés par des professionnels. Je dirais, cet esprit d'innovation, c'est pas le propre ni du DELITE, ni de gens un peu qui sont sensibilisés. C'est aussi peut-être l'intérêt, c'est que tout le monde puisse à un moment donné être acteur du changement, en capacité de proposer, et proposer de nouvelles choses. Ça nécessite aussi d'être ouvert sur les problématiques, les sensibilités, etc. Et donc l'intérêt de pouvoir, je dirais, un peu comme les étudiants ont pris cet exemple du hackathon Hacking Réhab. Alors, je ne sais plus si c'est Hacking Réhab ou NeuroAct, parce que comme on a été au cœur de la réflexion, et que maintenant, dans le cadre des enseignements de pédagogie, qu'ils puissent reprendre ce concept-là, je pense que c'est vraiment intéressant, et que du coup, les étudiants en médecine travaillent un peu en mode projet, d'une certaine façon, permet aussi de les ouvrir sur des sujets comme ça. Mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu, c'est ouvrir. C'est innover, accepter la dimension et se former à la dimension d'incertitude et ouvrir. Et l'enseignement médical, l'enseignement universitaire doit sortir de ces murs de la faculté. Par exemple, il y a une expérience qui se met en place là. En septembre, on ouvre une première année de passe à Bourg-en-Bresse, sur un territoire de santé. On voit bien que les besoins de territoire, Georges qui en parlait, sont énormes. Et qu'il faut qu'on puisse assurer une équité d'accès aux soins sur une totalité du territoire. Mais on peut aussi aujourd'hui, avec les moyens numériques, assurer des enseignements à distance. Et il faut que les étudiants comprennent cette nécessité d'ouverture d'aller vers d'autres disciplines et d'accueillir ces autres disciplines dans les facultés de médecine, pour former ces autres étudiants et les faire travailler ensemble. Puisque c'est comme ça qu'on arrivera à former des professionnels qui, demain, pourront assurer les services de santé pour la population. Qui soit au plus près du coup des territoires. C'est ça, et tout à fait. Qui n'ait peut-être pas cette appréhension, parce que voilà, on est en campagne électorale, etc. On a souvent la thématique de la désertification des territoires. C'est peut-être, alors il y a beaucoup de déterminants, il y a beaucoup de raisons, mais il y a aussi peut-être une appréhension de la part des jeunes médecins d'être confrontés à une certaine de problématiques sur lesquelles ils n'ont peut-être pas été suffisamment sensibilisés. Quelle est votre analyse sur le sujet ? C'est un enjeu
très importants dans les années qui viennent, qui vont concerner les partis politiques, bien sûr, les autorités sanitaires, mais aussi les facultés de santé et les étudiants. C'est-à-dire dans cette réflexion, je pense qu'il faut très tôt y associer les étudiants. Ça pourrait d'ailleurs être un thème de hackathon. Quelles solutions innovantes pour les territoires sous-dotés en santé? Et quelles solutions innovantes apporter avec des étudiants? Parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Et qu'un enjeu majeur, c'est que chacun se sente concerné par cet enjeu. Et comment on peut adosser, même à distance, pour la formation, pour la recherche, pour le soin, des éléments du territoire. C'est une très bonne idée, parce que sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits par les uns et par les autres. Et je pense qu'en effet, j'en discutais d'ailleurs avec Quentin Polly, qu'on a accueilli pour notre semaine d'immersion dans un programme Interrègle. Du coup, c'est un post-hackathon à Besançon. Et il avait un discours qui était très proche du vôtre, c'est-à-dire cette capacité peut-être d'aller embarquer d'une certaine façon les principaux acteurs qui seront censés œuvrer sur ces territoires. Et donc l'idée peut-être de poser la réflexion, en plus de ce qu'on entend, je dirais, aujourd'hui dans les campagnes électorales, de peut-être de poser la question et les rendre acteurs d'une certaine façon eux-mêmes de ces solutions, parce qu'il y a sans doute des solutions, et des solutions qui ne sont pas uniquement soit technologiques, soit financières d'un côté, pour faire que les gens exercent dans un environnement qu'ils ont peut-être choisi et puis sur lequel ils sont en sécurité. Il y a une solution qui est certainement au début humaine. Je prends l'exemple de Bourg-en-Bresse. Les enseignants vont aller à Bourg-en-Bresse pour accompagner les étudiants. Parallèlement, on a actuellement des discussions avec le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, bien avancées, pour accueillir un grand nombre d'étudiants en stage. Et on va aller au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour rencontrer avec les responsables des commissions pédagogiques des 2 facultés hospitalières pour organiser des stages pour nos étudiants. Parce que si des étudiants vont en stage à Bourg-en-Bresse et qu'ils y sont bien accueillis, que l'hébergement est organisé, ils vont découvrir une région et ils vont se rendre compte peut-être des opportunités ensuite, quand ils seront internes, de venir ensuite s'y installer. Mais ça veut dire que ceux qui sont en responsabilité de l'enseignement, moi je peux parler que de l'enseignement, eh bien il faut qu'ils soient prêts à faire un pas pour aller sur ce territoire et à sortir du confort des locaux d'une université et d'une situation. Je vais vous remercier. En tout cas, c'est toujours extrêmement intéressant, extrêmement stimulant de parler avec vous autour de ces idées d'interdisciplinarité, d'ouverture. Encore merci de nous avoir accueillis il y a 4 ans déjà dans vos locaux, d'être présent aussi dans les différents jurys qu'on a organisés autour du hackathon. On va essayer de continuer du coup la réflexion et puis peut-être implanter peut-être dans d'autres environnements la logique hackathon. Mais en tout cas, un grand merci de votre disponibilité, de cet échange ce matin. Gérald, merci Gilles. Merci aussi pour tout ce que vous avez apporté aux étudiants et à la réflexion dans la faculté. Merci. Merci. On se retrouve. On a un public. On vous avait caché ça, mais on a un public. On se retrouve dans 2 minutes pour faire un petit point à chaud du hackathon. Où on en est, les équipes, qu'est-ce qu'on a fait juste avant. Mais avant ça, il faut que je reçoive Camille Brisson, qui est notre designeuse en chef, qui va vous partager ces dernières nouvelles. À tout de suite.
Alors, on a décidé, après ces interviews extrêmement passionnantes, de 3 intervenants renommés, de faire un petit point sur le hackathon. C'est difficile de vous faire vivre tout, sachant qu'on est cette année non plus en distanciel, en présentiel. Alors, pour essayer d'avancer un petit peu sur le hackathon et nous faire vivre un peu l'événement, j'ai à côté de moi donc une personne de l'équipe iCare Lab, Camille Brisson, designeuse, qui a coucouné l'ensemble des équipes, des projets, qui vient qui vient de faire le tour du coup encore des projets là, qui regardent un petit peu ce qui se passe. Alors avant de peut-être de parler des projets, on va essayer de parler un peu méthodologie. Je sais que les designers aiment bien parler méthodologie. Oui, effectivement, on aime bien parler méthodologie. Je peux vous en dire du coup 2-3 mots. Alors pour cette 6e édition du hackathon, on a imaginé une méthodologie qui est inspirée de plusieurs méthodologies du design. Alors tout d'abord le design thinking, dont beaucoup connaissent, qui est une méthode de résolution de problèmes centrée autour de l'humain et qui s'articule également autour d'une logique de co-création, parce que l'objectif aussi du hackathon, c'est de travailler ensemble pour favoriser l'intelligence collective. On a également on s'est également inspiré plutôt d'une méthodologie qui est l'approche parcours du co-design HIT. Donc là, eux travaillent autour de plusieurs principes forts, dont l'autonomie, puisque l'objectif est que les équipes gèrent librement leurs projets. Donc ça, c'est finalement mes 2 inspirations pour la méthodologie qui a été imaginée. Donc en fait, Camille, c'est aussi un travail en amont que tu as pu mettre en œuvre avec les porteurs de projets. Là, tu évoques en fait un petit peu la petite pochette qu'ils ont eue pour suivre les bonnes pratiques. Mais il y a eu tout un travail en amont qui a permis aussi de préparer d'une certaine façon. Oui, alors du coup, nos 15 porteurs de projets ont été accompagnés depuis le mois de septembre. Donc on a réalisé 5 séances de créativité. On a également réalisé 3 formations au pitch, durant lesquelles on les a préparés donc, à pitcher pour la séance du 9 décembre qui était dédiée à la présentation des défis, mais également, comme hier soir, finalement, le pitch d'1 minute et puis le pitch de 3 minutes qui va avoir lieu dimanche. Donc effectivement, ils ont été accompagnés. Ouais. Et quel est les premiers retours aussi par rapport à ces outils? Est-ce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi des designers qui sont intégrés dans quelques équipes, etc. Alors je suppose que c'est des termes qui leur parlent. Enfin, alors le design thinking, c'est un peu entre guillemets aujourd'hui assez galvaudé, et donc il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Mais ton retour peut-être sur maintenant que les gens ont le kit de survie, ouais, ils ont eu le kit de survie. Comment ils essayent de s'approprier les outils? Alors le kit de survie, juste pour préciser, est composé donc de fiches outils qui sont faisables ou non faisables. C'est au choix pour les équipes. Nous, ce qu'on leur demande simplement, c'est de rendre des rendus. Donc là, il y en a un à 11h30. Je vois qu'il est 11h35, donc normalement, les équipes ont dû rendre leur premier rendu. Là, aujourd'hui, le retour que je peux en faire, c'est qu'on a par exemple une équipe du centre Léon Bérard, une équipe de soignants qui souhaite réinventer la relève au lit du patient pour améliorer l'expérience des soignants, qui ont utilisé le parcours utilisateur, qui est l'une des fiches outils qui est dans la pochette, et qui sont tellement appropriés l'outil qu'ils ont fini par mimer la relève au lit du patient. Ils ont trouvé dans les salles de cours brancards, porte-manteaux et poches de transfusion, et ils étaient en train de mimer la scène. Donc c'est génial, là on a vraiment pu, ensemble ils ont pu déterminer tous les points irritants qu'ils rencontrent au quotidien quand ils font la relève au lit du patient, et là vraiment ça va les mener aussi à des super projets, parce qu'il y a des points irritants qui ont été mis en avant. Est-ce que tu peux du coup nous partager 2-3 autres projets? Oui, bien sûr. Je peux vous parler du projet de Anne-Cécile. Donc Anne-Cécile, elle fait partie du Vinatier, et elle souhaite proposer un projet destiné aux usagers de la psychiatrie, fumeurs, pour qu'en fait ils puissent se redonner, pour qu'on puisse leur redonner du pouvoir et qu'ils puissent communiquer avec les professionnels de santé sur leur statut tabagique, et du coup voir comment est-ce qu'on peut modifier le dosage de leurs médicaments, parce que le tabac a une incidence sur le dosage de leurs médicaments. On a également du coup
Valérie qui est juste derrière moi. Alors voilà, ouais, on va avoir juste après une porteuse en live, Ouais. peut-être un ou deux autres projets comme ça pour partager. On Alors a- tous les projets sont sur le site internet, sur le Sparkboard, etc. Si vous connaissez pas le hackathon, il y a des mots barbares comme le Sparkboard, notre mur des projets qui permet de bien préciser les choses. Peut-être une ou deux thématiques et puis on va interviewer Valérie juste après. On a aussi donc un projet qui est porté par Bruno de l'association La Roche qui travaille autour de la santé mentale pour eux. Et l'objectif là, ça va être de mesurer objectivement l'état de santé mentale de la personne concernée pour en fait prévenir les rechutes. Quand il risque d'en avoir une. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner au mieux et de mesurer en fait l'état de santé mentale de ces personnes. Parfait. Donc là, tu vas récupérer les fiches, c'est ça? Exactement. Le je vais premier rendu, récupérer c'est les quoi fiches. déjà? Alors, c'était identifier les besoins. Donc là, il y en a une série de questions auxquelles ils ont dû répondre. On va voir si le taf a été fait. J'espère que oui, sinon, il va falloir... Et ce soir, du coup, le rendu de ce soir, c'est? C'est 20h30 ce soir. Oui, mais c'est quoi? Et ça concerne la recherche d'idées. Donc, ils sont censés nous fournir une fiche projet, une fiche idée avec une première solution qu'ils ont envie de développer. Et donc, on va évaluer pour voir si c'est correct, s'ils partent dans la bonne direction ou pas. Et en fonction, on les réorientera si besoin. Merci Camille, merci pour ce que tu fais aussi sur ces aspects méthodos, parce que un designer, normalement, ça gère un ou deux projets, mais là, il faut en gérer. Voilà, il faut 15. gérer. Il faut Plus ou moins. accompagner la gestion de plusieurs projets. C'est un vrai défi. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis, du coup, je vois que Valérie se prépare avec un casque, je crois, c'est ça? Valérie, qui nous rejoint, c'est du live, voilà, on fait des changements comme ça. Bonjour. Alors, le hackathon, ça se passe comment? Franchement, au début, j'étais un petit peu dubitatif par rapport au fait que ça me mettait en dehors de mes connaissances, de mes sentiers connus, de mon expertise. Et franchement, on rencontre 1 milliard de personnes. On travaille de manière collaborative, on est enchanté d'être ici. Le rythme est quand même assez soutenu, c'est quand même pas forcément ce qui me convient le mieux, mais effectivement, c'est ce qui me permet d'être surtout beaucoup plus productif par rapport aux exigences du hackathon. Alors, juste en 2 mots, le projet tel qu'il a été pitché. Alors, je ne demande pas le pitch de 1 minute avec le chrono, etc., mais juste nous partager quand même le sujet. Donc le sujet, c'est que moi je travaille à l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation de Lyon, qui est un institut qui forme des rééducateurs paramédicaux. Et en fait, ces rééducateurs sont mis face à la situation des handicaps des patients qu'ils rééduquent. Et moi, mon but du jeu, c'est d'utiliser l'outil de réalité virtuelle, de l'amener au sein de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation pour mimer le handicap avant que les étudiants fassent face au vrai handicap réel lorsqu'ils sont sur les terrains de stage. Et alors là, vous en êtes où là? Voilà, le premier rendu, vous avez débroussaillé un peu la question. On a débroussaillé la question, on a suivi les recommandations de Camille, on a suivi les actions. Ça c'est bien, ça c'est un bon point. Oui, on a été des très bons élèves. Je remercie, c'est pas souvent qu'effectivement je suis du côté des élèves, des étudiants. Et donc du coup, on a suivi ces recommandations. Notamment, on a utilisé le parcours utilisateur qui nous a permis de définir actuellement comment les étudiants font face au handicap. Et effectivement, au cours de leur formation, ils font face au handicap par du point de vue théorique, donc par les enseignants tels que moi. Ils font face aussi au handicap par des jeux de rôle dans lesquels les étudiants sont à la fois le professionnel de santé et à la fois le patient. Ils inversent, c'est comme ça qu'ils peuvent appréhender le handicap. Jusqu'à la bascule quand ils partent en stage. Et là, ils ont affaire au handicap réel d'un patient en face d'eux. Et en fait, c'est cette bascule-là qu'on aimerait un petit peu diminuer, notamment en amenant le handicap réel au sein de la formation, par le biais d'un handicap virtuel, et permettre aux étudiants de tout simplement de s'immerger dans le handicap du patient, qui sera un handicap virtuel, et pouvoir leur permettre en fait tout simplement de mieux appréhender, de prendre confiance, d'être empathique et d'être autonome après dans leur prise en charge du handicap en situation réelle. Et l'après-midi s'annonce bien? Et en fait, on a déjà un petit peu anticipé sur les solutions de demain qu'on nous demande, à savoir qu'on est déjà en train de maqueter des solutions. J'ai été entourée de manière étonnamment... j'étais très étonnée d'avoir des étudiants, des designers qui m'ont appris beaucoup, qui sont en train de m'apprendre beaucoup de choses, des jeunes qui sont des développeurs web,
qui sont en train de me donner leurs solutions, leur point de vue. Et en fait, on est en train de construire avec l'équipe, parce qu'on a des acteurs médicaux, des acteurs paramédicaux, j'ai des étudiants, j'ai des designers, j'ai des concepteurs web. Et en fait, on est en train de co-construire une solution qui, jusqu'à vendredi, je ne pensais pas arriver à cet état des lieux actuel. Et on n'est que samedi matin et le rendu c'est demain après-midi, alors vous imaginez pas. Et autant j'étais un peu stressé pour dimanche en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, j'ai des idées mais la mise en pratique pour l'instant elle est loin, et clairement là elle commence à émerger, je commence à la voir. Et je suis très content de pouvoir vous présenter ça, et j'espère vous présenter ça avec un enthousiasme débordant demain à 15h. Mais bon, ne vous stressez pas, vous avez encore tout le temps. Mais on va vous libérer parce que je pense que vous avez besoin d'être au contact de l'équipe. Merci en tout cas. Je pense que ça illustre assez bien d'ailleurs les propos qu'on a eus avec Gilles Rode juste avant, et puis avec l'ensemble des intervenants de cette matinée, la transversalité, l'envie d'impulser des choses, passer à l'action, les idées, c'est très important. Effectivement, ça ne met pas dans des situations de confort, mais effectivement, je pense que ça fait beaucoup plus vite émerger les solutions, et beaucoup plus émerger des solutions qui sont sûrement très pratiques, qui vont être pratiques par la suite. Merci, on vous libère. Merci Gérald. Et puis, merci Camille. Merci Camille. Voilà, les méthodes de Camille fonctionnent. On va les... Alors, elles sont déjà brevetées, malheureusement, mais voilà, on va s'y pencher s'il y a quelque chose à faire. Alors, du coup, on finit notre matinée d'interview à Hackathon. Je faiblis un petit peu moi aussi sur la fin de matinée. On se retrouve donc à 14h avec d'autres interviews. On aura Christelle Galvez, la directrice des soins du Centre Lyon-Bérard. On aura Guillaume Passot, le professeur Passot, qui a lancé en fait une initiative sur Lyon-Sud, donc l'hôpital Lyon-Sud qui s'appelle Platine. Et on aura également Marie-Christine Eudes, la directrice de l'innovation d'Epicil, un des partenaires du hackathon. Donc on vous donne rendez-vous à 14h précise pour enchaîner et puis échanger, papoter, jaser, comme disent les Canadiens, sur l'innovation santé. Voilà, bon appétit.